Paris, pluie battante. Antoine Dubois, 42 ans, PDG d'un empire immobilier de 500 millions d'euros, se déguise en chauffeur de taxi pour un pari fou avec son associé. Mais quand monte la première passagère de la journée, son monde s'effondre. C'est Isabelle, sa femme depuis 15 ans, qui ne sait pas qu'elle est dans le taxi de son mari. Durant ce voyage de 20 minutes vers l'aéroport, Isabelle passera un appel qui détruira Antoine pour toujours. Elle avouera la trahison, révélera qu'elle s'enfuit avec son amant en emportant tout l'argent du compte offshore et surtout, dira une vérité sur leur fille Margot qui brisera le cœur d'Antoine en 1000 morceaux. Antoine Dubois fixait le plafond de sa suite au 3e étage de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine à 5h30 du matin, incapable de dormir. À 42 ans, il possédait un empire immobilier d'une valeur de 500 millions d'euros. Gratte-ciel, centres commerciaux, complexes résidentiels de luxe répartis dans toute l'Île-de-France. Sa signature était gravée sur la moitié de Paris qui comptait. Pourtant, ce matin de novembre, il se sentait plus vide qu'un de ces immeubles inoccupés. La veille, au soir, il avait eu une discussion dévastatrice avec Philippe Moreau, son associé depuis 10 ans. Antoine avait proposé d'augmenter de 15% les loyers d'un ensemble HLM à Bobigny. Philippe avait protesté que les familles avaient déjà du mal à payer. La réponse froide d'Antoine avait été qu'elle n'avait qu'à chercher ailleurs si elle ne pouvait pas se le permettre. Philippe l'avait regardé avec dégoût, l'accusant d'être devenu un alien dans son propre monde. Il ne savait pas combien coûtait un café, combien gagnait un ouvrier, comment vivaient les gens normaux. Quand avait-il pris le métro pour la dernière fois, fait ses courses, parlé à quelqu'un qui ne soit pas son coiffeur ou son tailleur? De cette discussion était né le pari le plus absurde de la vie d'Antoine. 1 semaine comme chauffeur de taxi. S'il arrivait à tenir 7 jours à conduire des gens normaux, écouter leurs problèmes, gagner ce qu'il gagnait, Philippe lui donnerait 100 000 euros. S'il abandonnait avant, Antoine donnerait 1 million au secours populaire. Maintenant, à 6h du matin, il se préparait à ce qui allait être la semaine la plus surréaliste de sa vie. Dans la salle de bain revêtue de marbre de Carrare, il se regarda dans le miroir en enfilant des vêtements qu'il n'avait jamais possédés. Blouson de cuir usé, jean délavé, basket grise. Il s'était laissé pousser une barbe de 3 jours et avait acheté une casquette usée. Il était méconnaissable. La transformation n'était pas que physique. En descendant les escaliers de son hôtel particulier, 800 mètres carrés répartis sur 4 étages, d'une valeur de 20 millions d'euros, Antoine réfléchissait à quel point il était devenu étranger à sa propre vie. Isabelle, sa femme depuis 15 ans, dormait dans la suite du 2e étage. Ils ne partageaient plus le même lit depuis 8 mois. Elle disait qu'il ronflait trop, lui qu'il avait besoin de tranquillité pour mieux travailler. La vérité était qu'ils n'arrivaient plus à rester dans la même pièce, sans se disputer ou, pire encore, sans s'ignorer. Margot, leur fille de 13 ans, avait son royaume au 1er étage. Chambre avec dressing, bureau privé et petit salon pour regarder la télé. C'était une enfant intelligente et vive, mais elle aussi semblait de plus en plus distante. Quand Antoine arrivait à dîner à la maison, peut-être 3 fois par semaine, Margot lui racontait l'école avec politesse mais sans enthousiasme, comme si elle parlait à un invité peu intéressant. La famille Dubois vivait comme 3 colocataires de luxe dans un hôtel 5 étoiles. Ils avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, mais plus rien de ce qui comptait vraiment. Antoine avait loué un taxi blanc dans une entreprise de Levallois-Perret. Le propriétaire, un Parisien d'âge moyen, n'avait accepté son histoire inventée, acteur se préparant pour un rôle, qu'après avoir vu une caution de 50 000 euros. L'habitacle sentait le désodorisant bon marché et les cigarettes froides, un univers alien pour quelqu'un habitué aux intérieurs cuir de sa Bentley. Le premier appel arriva à 7h15, un cadre qui devait aller à Roissy-Charles de Gaulle. Pendant tout le trajet, l'homme téléphona en se plaignant des embouteillages, du coût de la vie, du stress des voyages d'affaires. Antoine se reconnut dans ces mots et éprouva une étrange compassion pour lui-même. Le deuxième client fut Monique, une dame de 70 ans qui se rendait à l'hôpital Saint-Louis pour une consultation oncologique.
Elle vivait avec 800 € de retraite, avait vendu sa voiture car elle ne pouvait plus se permettre l'essence et l'assurance. Pendant le trajet, elle raconta que son fils travaillait à Lyon et ne pouvait pas venir la voir souvent, qu'elle avait peur des examens mais ne pouvait pas se permettre de les reporter. Antoine ne lui fit payer que la moitié de la course, inventant une réduction pour les seniors. Le troisième client fut Thomas, étudiant en économie à la Sorbonne. Il paya la course minimum en ramassant des pièces au fond de son sac, s'excusant de ne pas pouvoir laisser de pourboire. Il partageait un 40 mètres carrés avec 3 autres étudiants, travaillait le week-end dans un restaurant pour financer ses études, pendant que ses parents, petits commerçants en Provence, s'endettaient pour l'entretenir à Paris. Sa détermination fit qu'Antoine se sentit incroyablement petit. Pour la première fois depuis des années, Antoine se sentait connecté à quelque chose d'authentique, de vrai, d'humain. Il était 8h45 quand l'appel de la centrale radio changea tout à jamais. Une course pour l'avenue Foch 23, passagère seule destination aéroport Charles de Gaulle. Antoine sentit son sang se glacer. Avenue Foch 23, c'était son adresse. Chez lui. En roulant vers chez lui, son cœur se mit à battre la chamade. Qui pouvait avoir appelé un taxi de chez lui à cette heure? Isabelle avait sa BMW au garage. Margot était au lycée. La femme de ménage arrivait à 9h. Il se gara devant le portail de l'hôtel particulier des années 1920 qu'il avait rénové il y a 10 ans. À 8h55, la porte s'ouvrit et le monde d'Antoine s'effondra. Isabelle sortit avec des mouvements élégants et déterminés. Elle portait un tailleur noir sur mesure qu'il n'avait jamais vu, les cheveux relevés en chignon sophistiqué. Elle tirait derrière elle une valise Louis Vuitton marron, la plus grande de leur collection, et tenait à la main le sac Hermès de 40 000 € de leur 10e anniversaire. Le maquillage était parfait malgré l'heure matinale. Isabelle avait l'air d'une femme en mission, quelqu'un qui avait pris une décision importante et n'avait pas l'intention de faire marche arrière. Elle s'approcha du taxi sur ses escarpins loup-boutin sans même regarder le chauffeur. Pour elle, c'était juste un chauffeur de taxi quelconque. Elle demanda d'être conduite à Charles de Gaulle, terminal 1. Elle avait un vol à 10h30 et devait être là avant 10h15. Antoine enfonça sa casquette et modifia sa voix pour la rendre plus rauque. Dans le rétroviseur, il voyait le profil d'Isabelle, tendu mais déterminé. Après 15 ans de mariage, il connaissait chacune de ses expressions, mais celle-ci, il ne l'avait jamais vue. 1 million de questions explosèrent dans sa tête. Où allait-elle? Pourquoi ne savait-il rien de ce voyage? Pourquoi cette énorme valise? Pendant qu'il s'engageait dans la circulation parisienne, Isabelle sortit son téléphone de son sac. L'essence d'Antoine était en alerte maximale. Il ne savait pas que ce qu'il allait entendre détruirait sa vie à jamais. Isabelle composa un numéro qu'Antoine ne reconnut pas. Quand quelqu'un répondit, sa voix changea complètement, devenant douce et sensuelle, un ton qu'Antoine n'avait pas entendu depuis des années. Elle commença à parler en appelant son interlocuteur « mon amour », expliquant qu'elle était dans le taxi et qu'elle arriverait dans 40 minutes. Puis elle ajouta la phrase qui fit s'effondrer le monde d'Antoine. Il ne s'était aperçu de rien. Ce pauvre idiot était déjà parti quand elle s'était réveillée. Antoine serrait le volant si fort que ses articulations étaient devenues blanches comme de l'os. Sa femme parlait avec un autre homme en l'appelant « pauvre idiot », mais le pire était à venir. Isabelle continua en révélant qu'elle avait vidé le compte suisse ce matin à 6h. 3,2 millions d'euros étaient déjà transférés sur un compte aux îles Caïmans. Antoine ne s'en apercevrait pas avant au moins une semaine, quand le comptable ferait les vérifications mensuelles. À ce moment-là, ils seraient déjà loin dans leur nouvelle vie. Ce compte était leur fonds d'urgence, les économies de 15 ans de mariage et 20 ans de travail. L'argent qu'Antoine avait mis de côté pour Margot, pour leur avenir, pour leur sécurité. L'argent qu'Isabelle venait de voler pendant qu'il dormait dans la chambre d'à côté. Isabelle riait en racontant comme Antoine était tellement obsédé par ses affaires qu'il ne remarquait rien. Elle décrivit la soirée précédente. Il était rentré à 11h, avait mangé son sandwich habituel devant l'ordinateur et était allé se coucher sans même la saluer.
C'était vrai, Antoine le savait, mais cela justifiait-il une trahison, un vol, la destruction d'une famille? Isabelle continua en décrivant leur mariage comme une prison dorée, entourée de luxe mais sans amour, sans passion, sans vraie vie. Antoine lui avait donné tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il avait oublié de se donner lui-même. Le plus terrible était qu'elle avait raison. Puis Isabelle dit quelque chose qui arrêta le temps. Margot avait le droit de savoir qui était vraiment son père. Les mains d'Antoine se mirent à trembler de façon incontrôlable. Margot, sa petite fille, sa princesse, n'était pas sa fille. Isabelle continua en racontant que Margot avait été conçue à Nice il y a 14 ans, quand Antoine était en voyage d'affaires au Japon et qu'elle était avec son amant. Antoine se souvenait parfaitement. Il avait dû partir pour Tokyo pour une affaire cruciale. Isabelle avait dit qu'elle avait la grippe et voulait rester au lit. Elle lui avait même envoyé des photos d'elle, pâle et souffrante. Il s'était senti coupable toute la semaine de l'avoir laissée seule. Au lieu de cela, Isabelle était partie à Nice avec Julien. Margot était née exactement 9 mois plus tard. Dans le rétroviseur, Antoine voyait Isabelle parler avec des yeux brillants, complètement inconsciente que le chauffeur de taxi était l'homme qu'elle était en train de détruire. 15 ans de mariage avait-il été un mensonge? 13 ans de paternité, une illusion? Isabelle raccrocha et appela Margot pour lui dire qu'elle devait partir en voyage pour le travail. Cela aussi était un mensonge, elle ne reviendrait jamais. Elle abandonnait non seulement Antoine, mais aussi Margot, la petite fille qui appelait encore papa, un homme qui découvrait maintenant ne pas être son père biologique. Pendant la brève conversation, Margot parla de lui avec affection, de sa générosité, de comment il n'arrivait jamais à lui dire non. Antoine sentit son cœur se briser. Quand Isabelle raccrocha, après avoir dit au revoir à Margot, Antoine la vit essuyer une larme. Peut-être avait-elle encore un cœur, peut-être que quitter Margot lui faisait mal, mais évidemment pas assez pour l'arrêter. Isabelle passa un autre appel au cabinet d'avocats pour confirmer que les papiers de divorce étaient prêts pour lundi matin. Les motifs? Divergence de caractère insurmontable. 15 ans réduits à une formule bureaucratique. Ils arrivèrent à Charles de Gaulle. Antoine se gara et coupa le moteur. Il se tourna vers Isabelle en demandant 48 €. Isabelle sortit 50 € du portefeuille qu'il lui avait offert, lui disant de garder la monnaie. Tu aimes cette histoire, ma quoi? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Elle allait descendre quand Antoine, dans une impulsion qui changerait tout, demanda si elle était mariée. Isabelle hésita, puis admit qu'elle l'était, mais plus pour longtemps. Antoine insista en demandant si elle avait des enfants. « Une fille de 13 ans », répondit Isabelle d'une voix brisée. Quand Antoine demanda si elle l'abandonnait, Isabelle se méfia de ces questions étranges. C'est alors qu'Antoine enleva sa casquette et se tourna complètement vers elle. « Ce sont les questions que t'aurait posées ton mari, Isabelle, si tu lui avais donné l'occasion. » Isabelle vit le visage d'Antoine et devint blanche, comme un cadavre. Isabelle ne put que chuchoter le nom d'Antoine, incrédule. Le sac à main lui glissa des mains nerveuses, répandant maquillage, documents et clés sur le siège. Elle n'arrivait pas à comprendre comment il était possible que son mari soit là, déguisé en chauffeur de taxi. Antoine expliqua le pari avec Philippe, comment il voulait comprendre les gens normaux, sans imaginer que la première leçon serait de découvrir que sa femme était une escroc et que sa fille n'était pas sa fille. Il descendit du taxi et ordonna à Isabelle de descendre aussi. Il se trouvait sur le parking de Charles de Gaulle, avec des centaines de voyageurs courant vers leur vol, ignorant le drame qui se jouait à côté de ce taxi blanc. Antoine commença à reconstituer méthodiquement la vérité d'il y a 14 ans. Le voyage d'affaires à Tokyo, Isabelle feignant la grippe, les fausses photos, sa culpabilité. Au lieu de cela, elle était partie à Nice avec Julien, et cette semaine-là, Margot avait été conçue. Pendant 13 ans, Antoine avait élevé une petite fille, en croyant que c'était sa fille. Il l'avait aimée plus que sa vie, avait participé à chaque moment important, l'avait protégée du monde. Isabelle savait qu'elle n'était pas la sienne, chaque jour pendant 13 ans.
Antoine sortit son téléphone et fit écouter à Isabelle l'enregistrement de son appel. Il avait tout enregistré. La conversation avec Julien, celle avec les avocats, celle avec Margot. Il avait les preuves du vol, de la trahison, de tout. Isabelle s'effondra contre le taxi en demandant ce qu'il voulait d'elle. Antoine voulait toute la vérité. Qui était Julien? Combien de temps cela durait? Et surtout, si elle voulait vraiment abandonner Margot. Cette petite fille, qu'elle soit sa fille biologique ou non, ne méritait pas de perdre sa mère. Isabelle avoua que Julien Fabre était son avocat spécialisé en divorce. Ils étaient tombés amoureux il y a 2 ans. Au début, c'était juste de l'attraction. Puis, c'était devenu quelque chose de plus. Antoine écoutait 2 ans de mensonges, pendant qu'Isabelle tentait de se justifier avec les problèmes de leur mariage. Lui toujours au travail, elle se sentant seule, le manque de communication. Quand Antoine lui demanda directement si elle voulait abandonner Margot, Isabelle éclata en larmes. Elle ne voulait pas l'abandonner, mais comment pouvait-elle la regarder dans les yeux en sachant ce qu'elle avait fait? Comment pouvait-elle rester mariée avec Antoine en sachant que chaque fois qu'il regardait Margot, il pensait qu'elle n'était pas sa fille? Antoine déclara qu'il pouvait pardonner la trahison et même l'argent, mais il ne pouvait pas pardonner qu'elle ait décidé de détruire Margot sans lui donner voix au chapitre. La petite fille avait le droit de choisir, de connaître la vérité et de décider quoi faire. Ce n'était pas à eux de décider pour elle. Le téléphone d'Isabelle sonna. C'était Julien. Antoine lui dit de répondre en mettant le haut-parleur. Il était temps qu'il connaisse aussi l'homme qui avait détruit sa famille. Julien était nerveux et impatient, voulait savoir où était Isabelle, qui aurait dû être là 20 minutes plus tôt. L'avion partait dans une demi-heure. Quand Isabelle tenta d'exprimer des doutes, Julien s'irrita. Ils avaient tout planifié, l'argent était transféré, il avait déjà quitté son cabinet. Isabelle demanda pour Margot, mais Julien liquida la question cyniquement. Les enfants s'adaptent. Et de toute façon, ce n'était pas comme si elle était vraiment la fille d'Antoine. Julien aussi le savait. Isabelle avait partagé le secret le plus intime de leur famille avec son amant. Quand Isabelle demanda ce qui se passerait si Antoine découvrait tout, Julien rit sarcastiquement. Il qualifia Antoine de bourreau de travail, tellement obsédé par ses affaires qu'il ne s'apercevrait même pas si la maison prenait feu. Puis il révéla qu'il avait aussi quitté femme et enfants pour Isabelle, Maxime 16 ans et Chloé 14. Isabelle ne savait pas qu'eux aussi souffriraient. La conversation devint de plus en plus agressive quand Isabelle demanda ce qui se passerait si elle ne montait pas dans l'avion. Julien explosa en révélant la vérité la plus cruelle. Il avait besoin de cet argent parce qu'il avait des dettes de 500 000 € envers des gens dangereux. Son cabinet faisait faillite, sa femme voulait divorcer et lui prendrait tout. L'aveu final de Julien fut dévastateur. Il admit qu'Isabelle était une femme fantastique, mais il avait besoin de son argent. Isabelle n'avait été qu'une bouée de sauvetage pour un homme qui se noyait dans les dettes. Isabelle regarda Antoine avec des yeux pleins de larmes, comprenant qu'elle avait été utilisée et manipulée. D'une voix froide, elle dit à Julien d'aller au diable et raccrocha. Elle admit avoir été stupide. Antoine fut d'accord sans détour, mais se concentra sur l'important. L'argent pouvait être récupéré, la trahison pouvait être pardonnée, mais Margot méritait de connaître la vérité et de décider si elle voulait que sa mère reste dans sa vie. Isabelle accepta de rentrer à la maison et de tout dire à Margot ce soir-là, consciente du risque que la petite fille puisse la haïr. Antoine établit que Margot passait avant tout, avant son orgueil, avant la peur d'Isabelle, avant leur mariage. Alors qu'il se dirigeait vers le parking pour rentrer à la maison, le téléphone d'Antoine sonna. C'était le directeur de l'école de Margot. La petite fille était tombée dans les escaliers et avait été emmenée aux urgences de l'hôpital Saint-Louis pour des examens. Antoine raccrocha et regarda Isabelle, qui avait tout entendu. À ce moment, voyant la peur sincère dans les yeux d'Isabelle pour Margot, Antoine comprit quelque chose de fondamental. Quoi qu'il se soit passé entre eux, Isabelle aimait vraiment cette petite fille. Ils coururent à l'hôpital en silence. Dans le taxi, Isabelle pleurait pendant qu'Antoine conduisait dans la circulation parisienne. Quand ils arrivèrent à Saint-Louis,
Ils trouvèrent Margot assise sur un brancard des urgences, avec un bras plâtré, mais souriante. Margot cria de joie en voyant ses deux parents, surprise que maman soit déjà revenue du voyage. Isabelle courut vers elle et l'embrassa fort, trop fort, jusqu'à ce que Margot proteste en riant que ça faisait mal. « Ce n'était qu'un bras cassé », dit-elle. Elle n'allait pas mourir. Elle était même excitée parce que le plâtre était rose, sa couleur préférée. Antoine s'approcha et caressa les cheveux de Margot. À ce moment, en regardant cette petite fille qui souriait malgré la douleur, il comprit une vérité absolue. Peu importait l'ADN. Margot était sa fille. Il l'avait élevée, aimée, avait vécu chaque jour de sa vie. Elle était sienne et le serait toujours. Le médecin confirma que tout allait bien. Juste une fracture simple du radius, 6 semaines de plâtre et elle serait comme neuve. C'était une petite fille chanceuse. Antoine regarda Margot et pensa que oui, malgré tout, elle était vraiment chanceuse. Ils rentrèrent à la maison dans l'après-midi. Margot était enthousiasmée par son plâtre rose et voulait que tous ses amis le signent. Pendant qu'Isabelle l'aidait à s'installer sur le canapé, Antoine prépara le dîner. C'était étrange. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait à nouveau comme une famille. Après le dîner, pendant que Margot regardait la télé, Antoine et Isabelle s'assirent sur la terrasse pour parler. Ils savaient qu'ils devaient encore dire la vérité à Margot, mais pas ce soir. Elle avait déjà eu assez d'émotions. Isabelle demanda à Antoine comment il le prendrait si Margot voulait connaître Julien. Antoine admit qu'il le prendrait très mal, mais si c'était ce que voulait Margot, il la soutiendrait. Quand Isabelle demanda s'il pouvait reconstruire quelque chose pour Margot, Antoine établit ses conditions. Plus jamais de mensonges, restitution de tout l'argent, thérapie de couple pour tous les trois, et si Margot décidait qu'elle voulait qu'Isabelle parte, elle devrait partir sans discussion. À ce moment, Margot apparut sur la terrasse avec son plâtre rose et son pyjama licorne, demandant si elle pouvait dormir dans le grand lit parce que son bras lui faisait mal. Antoine et Isabelle se regardèrent et sourirent. Bien sûr qu'elle pouvait. Cette nuit-là, ils dormirent tous les trois dans le lit conjugal, pour la première fois depuis des mois. Margot au milieu, Antoine et Isabelle sur les côtés. Pour cette nuit, tout le reste pouvait attendre. Le lendemain matin, Antoine trouva un mot d'Isabelle sur la table de nuit. Elle était partie rendre l'argent et régler les affaires légales. Ce soir-là, il parlerait à Margot. Et quoi qu'elle décide, ce serait la bonne chose. Le mot se terminait par un aveu. Elle l'aimait encore, même si elle ne le méritait peut-être plus. Antoine regarda Margot qui dormait encore, avec les cheveux ébouriffés et un sourire serein sur le visage. À ce moment, il comprit que peu importait ce qui arriverait. Margot était sa fille, et il était son père. L'ADN n'avait pas d'importance. L'amour, si. 3 mois plus tard, la famille Dubois avait trouvé un nouvel équilibre. Isabelle avait rendu tout l'argent et avait commencé une thérapie individuelle pour comprendre comment elle avait pu détruire tout ce qu'elle avait de plus cher. Antoine avait drastiquement réduit ses heures de travail, délégué plus de responsabilités et consacré du temps vrai à sa famille. Margot avait accueilli la vérité sur sa paternité avec une maturité qui avait surpris les deux parents. Après le premier choc et beaucoup de larmes, elle avait regardé Antoine dans les yeux et lui avait dit que pour elle, il serait toujours son papa, parce qu'être père signifiait bien plus que partager l'ADN. Elle avait choisi de ne pas connaître Julien, du moins pour le moment, disant qu'elle avait déjà un papa parfait. Antoine et Isabelle n'étaient pas revenus ensemble comme mari et femme, mais ils avaient appris à être de nouveau une famille. Ils vivaient dans la même maison, mais dans des chambres séparées, unis par l'amour pour Margot et la volonté de reconstruire la confiance jour après jour. Le soir, quand Antoine rentrait du travail à 8 heures au lieu de 11 heures, il trouvait Isabelle et Margot qui l'attendaient pour dîner. Ils parlaient, riaient, planifiaient le week-end. Margot avait signé le plâtre avec une phrase qu'Antoine avait fait encadrer dans son bureau. « Les vraies familles se reconnaissent au cœur, pas au sang. » En regardant sa fille, car Margot était et serait toujours sa fille, Antoine comprit qu'il faut parfois tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment.
L'amour vrai ne se mesure pas en millions d'euros ou en succès professionnel. Il se mesure en sourires au petit déjeuner, en câlins avant de dormir, en mains qui se serrent dans les moments difficiles. Et l'amour, l'authentique, trouve toujours un moyen de triompher. Si cette histoire vous a ému, laissez un like, partagez dans les commentaires. Pensez-vous que l'amour d'un parent va au-delà du lien biologique? Avez-vous déjà dû pardonner une trahison qui semblait impardonnable? Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires qui montrent comment parfois les plus grandes crises peuvent devenir de nouveaux commencements. Rappelez-vous, la vraie famille n'est pas seulement celle du sang, mais celle du cœur. Et l'amour, l'authentique, trouve toujours un moyen de triompher.